Le 10 janvier dernier, les ETF spot Bitcoin ont enfin été approuvés par le gendarme dans la bourse, la SEC, et les gros gérants comme BlackRock ou alors encore Franklin Templeton ont déjà collecté plus de 4 milliards de dollars. C'est vraiment un moment historique pour la crypto. D'ailleurs, sur les 10 dernières années, le Bitcoin affiche une performance tout simplement hallucinante de plus 5000%. Pour les plus matheux d'entre vous, ça fait x51 sur votre investissement ou alors 48% de rendement par an. Donc c'est vraiment l'actif ou l'un des actifs les plus performants de notre génération. D'ailleurs, la crypto est en train d'exploser en termes de popularité. Selon Ladan et KPMG qui a publié une étude l'année dernière, près d'un Français sur 10 détient de la crypto. Du coup, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut avoir de la crypto dans son patrimoine. Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de l'application et de la chaîne Finari, une chaîne qui vous aide à booster votre patrimoine avec des contenus éducatifs comme celui-ci ou alors mes analyses de patrimoine. Avant de répondre à la question du jour, je tenais à signaler qu'on est déjà plus de 60 000 abonnés à cette chaîne et c'est vraiment génial. Tous les jours, l'équipe et moi, on bosse comme des dingues et oui, je ne suis pas tout seul, il y a une équipe derrière moi. Et ce serait vraiment génial si vous pouviez vous abonner pour qu'on aille chercher ces 100 000 abonnés. Ça nous motiverait à faire encore plus de contenu et à vous fournir encore plus de valeur pour vous aider à booster votre patrimoine. Alors abonnez-vous et rendez-moi ce service. Pour bien poser le cadre, je pense que c'est important de bien présenter le marché et les grosses cryptos, les grosses technologies qui font tourner cet univers. Et quand on pense à la crypto, on pense forcément au Bitcoin. Vous avez tous entendu ce nom, c'est devenu un terme commun maintenant. Le Bitcoin, il a été créé au moment de la crise des subprimes en 2009 par un inconnu qui s'appelle Satoshi Nakamoto. On ne sait pas d'ailleurs si c'est une personne ou un groupe de personnes, mais c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Bitcoin, c'est une monnaie décentralisée qui a pour vocation de se sortir de la mainmise qu'ont les banques centrales sur la création monétaire. Et là, on est dans une période où c'est vraiment devenu un enjeu puisqu'on est dans une période d'inflation forte qui est entre autres lié à la politique monétaire que mènent les banques centrales en Europe et aux États-Unis. Donc le Bitcoin n'a jamais été aussi pertinent que maintenant. Et pourquoi le Bitcoin est une alternative intéressante aux monnaies traditionnelles? C'est parce qu'il est décentralisé. C'est-à-dire que le registre dans lequel on va noter toutes les transactions qui ont lieu et qui va nous permettre de savoir du coup qui détient combien de Bitcoin, il n'est pas tenu par une personne ou par plusieurs personnes, il est tenu par autant de personnes qui veulent bien participer au réseau, ce qu'on appelle des nœuds, et chaque nœud peut en fait après valider les transactions et donc garantir la sécurité de ce réseau. Donc le Bitcoin et la majorité des crypto-monnaies, ce sont des technologies décentralisées qui visent à s'affranchir du système bancaire, de l'État et de tout le contrôle en général que peuvent avoir les grandes institutions. Donc c'est aussi une expérience philosophique presque très intéressante. À chaque fois qu'une transaction est enregistrée, il va aller dans un registre qui est donc une blockchain, une chaîne de blocs. Et ce registre, il est infalsifiable et il est surtout vérifiable. C'est-à-dire que là, si vous allez concrètement sur blockchain.com par exemple, vous allez pouvoir voir l'ensemble des transactions qui ont lieu en ce moment, mais aussi les transactions qui ont eu lieu au moment de la création du réseau. Tout est vérifiable, tout est transparent. C'est l'inverse du système bancaire où tout est opaque. Et c'est ça la force de la crypto-monnaie et du Bitcoin en particulier. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler du Bitcoin comme de l'or digital. Et pour cause, c'est parce que la quantité de Bitcoin qui va être émise à terme, elle est déjà connue. C'est les fameux 21 millions. Donc ça aura lieu d'ici quelques années. C'est pas tout de suite. Mais on sait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Ça, encore une fois, c'est l'inverse d'une monnaie fiduciaire de type dollars ou euros, où les banques centrales peuvent imprimer à leur guise et on n'a aucun contrôle sur ça. Qui dit quantité définie, dit aussi forcément rareté. Plus quelque chose est rare, plus quelque chose est précieux. Et donc c'est ça vraiment la force, c'est pour ça qu'on fait le parallèle entre le Bitcoin et l'or. Vu qu'il est rare et vu qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions, il y a toute une théorie, la théorie de beaucoup d'acteurs économiques, c'est de dire que forcément le prix va augmenter à mesure que la demande pour ce genre d'actifs va augmenter. Et pour finir sur le Bitcoin, il y a une chose qui est assez intéressante et qui est importante, c'est que vous pouvez vraiment détenir votre Bitcoin. Contrairement à votre compte bancaire, si la banque décide de vous bloquer votre compte, vous n'avez plus vraiment le choix, ils vont vous demander des documents pour justifier de certains mouvements. Là, avec le Bitcoin, vous pouvez le stocker sur un wallet que vous contrôlez et vous pouvez en disposer à votre guise, vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez, vous pouvez passer des frontières avec. Donc c'est vraiment aussi une monnaie qui vous permet d'être libre. Il y a même certaines personnes qui vivent hors du système monétaire traditionnel, uniquement en Bitcoin, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un moyen de paiement qui est accepté de façon très large, même si c'est pas sa vocation fondamentale. Alors le prix des crypto-monnaies, comment il se fixe? Il n'y a pas de magie en fait, c'est encore une fois la rencontre entre l'offre et la demande. Plus il y a de demande, plus le prix d'un actif va augmenter. Et d'ailleurs, on voit sur les grosses crypto-monnaies que la volatilité, la variation des cours a tendance à se réduire à mesure que ces technologies, ces cryptos deviennent matures. Et donc, quelque part, ça montre aussi
l'entrée sur le marché d'acteurs qui sont plus traditionnels, qui sont ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, comme par exemple peut l'être BlackRock avec son ETF. C'est des acteurs qui sont régulés et qui veulent opérer dans un environnement beaucoup plus sécurisé, qui est très loin du Far West qu'a été la crypto dans les années 2010-2012. Du coup, pour un investisseur, la crypto peut avoir 3 intérêts principaux. Le premier, c'est un outil de protection. Oui, c'est assez paradoxal, mais ça peut être une protection. Nous, on vit dans un environnement qui est relativement stable, géopolitiquement parlant, en France. Mais si vous allez au Venezuela, en Argentine ou encore en Ukraine, les monnaies là-bas ont été extrêmement malmenées et le pouvoir d'achat des locaux s'est complètement effondré. En plus, l'État a imposé des contrôles sur les retraits qui pouvaient être effectués, sur le change qui peut être fait. Donc, investir dans une monnaie comme le Bitcoin, ça permet de se protéger contre la dévalorisation de sa propre monnaie. Le deuxième atout que peut avoir la crypto dans un portefeuille, c'est celui de la diversification. Ça peut être intéressant pour un investisseur d'avoir, parmi le pan de solutions qu'il a dans son patrimoine, de la crypto pour avoir un risque qui est décorrélé d'autres marchés. Typiquement, on ne voit pas forcément une forte corrélation entre la crypto et l'immobilier. On voit une certaine corrélation entre les actions et la crypto, mais il y a quand même certaines divergences. Donc ça peut être intéressant, toujours dans cette idée d'aller diversifier pour limiter ces risques. Et enfin, la troisième raison, c'est évidemment le potentiel de croissance du prix. Aujourd'hui, la crypto, c'est un marché qui est en train d'émerger, c'est une technologie encore naissante, et donc forcément, beaucoup d'investisseurs espèrent que les prix qu'on a aujourd'hui seront rien par rapport aux prix qu'on pourrait voir demain. Donc certains pourraient dire que c'est aussi très spéculatif, c'est vrai, il y a un aspect spéculatif, mais il y a aussi une espérance de gain qui est forcément plus élevée et qui est directement liée au risque que vous allez prendre. Pour répondre à notre question initiale, il est intéressant de regarder qui a déjà de la crypto dans son patrimoine. Et donc on va revenir à cette fameuse étude de l'Adan et de KPMG, un cabinet de conseil, qui a été publiée l'année dernière, qui est assez intéressante. Donc selon eux, à peu près un Français sur 10 détient de la crypto, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme, ça a explosé en fait au cours des dernières années. Il s'agit principalement d'hommes âgés de moins de 35 ans qui détiennent en moyenne moins de 10% de leur patrimoine en crypto. Et d'ailleurs, quand on regarde quelle crypto est leur préférée, c'est évidemment, sans surprise, le Bitcoin qui ressort. Ça rejoint ma vision de la crypto, qui est de dire c'est intéressant, mais pas forcément pour tout le monde. Pour illustrer cela, j'aime bien utiliser ma fameuse pyramide qui est inspirée de la pyramide des besoins de Maslow, où j'ai placé la crypto en 3e étage. C'est-à-dire que avant d'arriver à la crypto, vous avez déjà un matelas de sécurité à constituer et vous pouvez vous intéresser à l'immobilier et aux actions et aux ETF. Donc c'est vraiment un étage assez élevé de votre fusée. Et encore une fois, c'est important de comprendre que tout le monde n'a pas besoin d'aller chercher cet étage. Si vous avez un profil de risque plutôt conservateur et vous n'avez pas envie d'aller vous exposer à de la volatilité, vous n'avez pas besoin de faire de la crypto. D'ailleurs, si vous regardez cette pyramide, vous vous rendez compte que pour construire une pyramide solide, il faut commencer par un socle. Donc, je vois souvent des gens qui me disent « Mon premier investissement, c'est de la crypto ». Alors, attention, la base, c'est quand même d'avoir des fondations solides. L'important, c'est d'aller donc sur des actifs qui ont une certaine sécurité, qui ont du rendement, mais qui ont quand même aussi prouvé leur valeur avant d'aller sur des actifs plus risqués, plus exotiques, comme la crypto ou encore les actifs alternatifs comme le private equity, les montres, les cartes Pokémon et tout ce que vous voulez. Pour déterminer si la crypto est faite pour vous, il faut vous poser 3 questions. La première, c'est votre horizon de placement. Combien de temps vous voulez investir cet argent? Et à quel moment vous aurez besoin de récupérer tout ou une partie du capital investi pour faire un achat ou encore tout simplement le dépenser? Si votre horizon de placement est très court, la règle, c'est de ne pas prendre un risque énorme parce que votre principale préoccupation, ça va être de vous assurer que vous avez assez de capital dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc typiquement, un cas qu'on voit beaucoup, c'est la préparation d'un achat immobilier. On a un apport. Cet apport, on va prendre aucun risque dessus. On va aller le placer sur un livret, on va peut-être aller le placer sur un compte à terme pour sécuriser un taux, mais on va certainement pas aller spéculer avec en bourse ou encore en crypto et risquer de tout perdre. Si au contraire on a plus de temps devant soi, typiquement on est jeune et on a envie de prendre quelques risques pour se constituer un patrimoine d'ici 10, 20, 30 ans, là ça peut être intéressant d'aller sur des actifs plus risqués. Forcément, qui dit actifs plus risqués dit rendement plus important, mais là l'important ça va être de choisir les bons actifs pour éviter de tomber dans les pièges et de risquer de voir son capital se déplétir. La deuxième question à vous poser, c'est votre appétence au risque. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, j'aime bien l'échelle qu'utilise l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pour signaler le risque lié à un produit d'investissement. Et donc cette échelle, elle va de 1 à 7, 1 étant très sécurisé, donc livret A typiquement, et 7 étant risque maximal, donc ça va être un fonds action ou encore évidemment un ETF Bitcoin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur un produit à 7, vous avez un risque de marché, donc la fluctuation liée à l'actif, et un risque de crédit qui sont
au maximum. Ça veut aussi dire que vous avez une espérance de gain qui est évidemment la plus élevée. Et une bonne façon de le voir, c'est de se demander si vous êtes prêt à encaisser une perte. Si, quand vous regardez votre portefeuille et que vous voyez moins 30% sur un actif et que ça vous donne qu'une envie, c'est de vendre cet actif, c'est probablement que vous n'êtes pas quelqu'un qui aime le risque et qui devrait en prendre. Il faut connaître vos biais, il faut connaître aussi votre personnalité et adapter votre stratégie à votre niveau de risque acceptable. Donc si vous êtes prêt à encaisser un certain niveau de perte latente, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu, eh bien, vous pouvez aussi envisager des produits qui sont peut-être plus risqués, mais qui peuvent, en contrepartie, produire un rendement plus important. Et enfin, la troisième question à vous poser, celle-là, la réponse, elle vous appartient, c'est quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans la vie? Est-ce que vous voulez préparer un achat? Est-ce que vous voulez devenir financièrement indépendant? Est-ce que vous voulez tout simplement préparer votre retraite pour être à l'aise? Vous voulez arrêter de travailler? Il y a plein d'objectifs et il y a autant d'objectifs que de personnes. Donc l'important, c'est d'aligner ces investissements avec ces objectifs. Quelques exemples. Si vous êtes par exemple à quelques années de la retraite, votre objectif principal, ça va être de sécuriser votre capital pour être sûr qu'il sera toujours disponible au moment de votre retraite pour éventuellement compenser une baisse de pouvoir d'achat. Ou alors tout simplement aussi de profiter de votre retraite à fond. Donc là, vous n'allez pas du tout être dans un mode où vous allez vouloir prendre du risque, mais bien au contraire, vous allez vouloir sécuriser tout ce que vous avez déjà. Si à l'extrême inverse, vous sortez de vos études, vous commencez à travailler, vous venez de signer votre premier CDI et vous avez envie d'être indépendant financièrement, il va être intéressant d'aller prendre un peu plus de risques pour forcément aller chercher de la performance. Pourquoi? Parce que vous avez le temps, vous avez un horizon de placement qui est long. Donc encore une fois, on revient aux deux premiers facteurs. Si vous avez un horizon de temps long, si vous êtes prêt à prendre du risque et que votre objectif est ambitieux, il y a toute une palette d'investissements qui va être intéressante, notamment évidemment les actions et les ETF, mais aussi la crypto. Et vous allez voir qu'en crypto, le plus important au final, c'est de choisir les bons projets pour éviter de tomber dans certains pièges. D'ailleurs, il y a un objectif que je vois souvent, c'est celui de générer des revenus passifs. C'est quand même un peu le rêve de se dire que notre argent travaille pour nous et produit des revenus qu'ensuite on va pouvoir soit réinvestir, soit dépenser. Et donc en crypto, il y a plusieurs solutions pour faire ça. Les deux plus connues sont le staking, qui va consister à placer des jetons comme de l'Ether afin de sécuriser la blockchain. Donc la blockchain Ethereum fonctionne sur un consensus de proof of stake et du coup, pour ce consensus, il faut mettre des Ethers et les verrouiller afin de vérifier les transactions. Le protocole rémunère les investisseurs qui déposent leur crypto pour faire ça et donc vous pouvez générer un revenu passif en Ether grâce à ça. Vous pouvez aussi décider de prêter vos cryptos à d'autres acteurs financiers comme par exemple ce qu'on appelle des teneurs de marché, des market makers, mais aussi des investisseurs institutionnels. Alors ça, vous n'allez pas le faire en direct, vous allez passer par des plateformes. Et en faisant ça, vous allez être rémunéré en contrepartie et donc toucher des intérêts. Donc pour mettre vos cryptos au travail, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez le faire sur votre plateforme ou exchange habituel. Vous pouvez passer directement en DeFi si vous êtes à l'aise avec les technologies et votre wallet. Ou encore, vous pouvez le faire sur Finari depuis quelques semaines et vous pouvez mettre au travail vos cryptos en staking et en lending. Du coup, vous l'aurez compris, votre allocation, elle va dépendre directement de votre objectif, de votre horizon de temps et aussi de votre sensibilité ou aversion au risque. Du coup, quel pourcentage de votre patrimoine vous pouvez allouer à la crypto? Eh bien, on va commencer par une échelle et on va tout simplement se dire qu'on peut aller de 0 à 100%. Si vous êtes allergique au risque et que vous voulez vraiment sécuriser votre patrimoine, 0% de crypto, c'est très bien. Si vous voulez dynamiser un peu votre épargne, et aller chercher de la performance, mais avec quand même une certaine appréhension du risque, on recommande généralement d'aller de 1 à 5% en crypto. Après, ça dépendra vraiment de votre sensibilité, de vos envies. Vous pourrez monter progressivement votre position ou tout simplement la réduire. Ce qu'il faut se dire, c'est que si 5% de votre patrimoine est en crypto et que le marché de la crypto perd la moitié de sa valeur, vous aurez quand même un impact relativement faible sur votre patrimoine au global. Alors, ce ne sera pas agréable, mais au moins, ça n'aura pas d'effet dévastateur. Et donc ça montre bien l'importance de bien sizer, comme on dit, de bien définir son allocation globale. Et d'ailleurs ici, moi je raisonne en patrimoine net, c'est-à-dire que c'est la valeur de votre patrimoine moins vos dettes ou vos passifs ou vos crédits. Donc c'est vraiment la valeur de votre patrimoine qui vous appartient. Si vous avez un appartement que vous avez acheté à crédit qui vaut 1 million d'euros et que vous avez 1 million de crédit dessus, en fait votre patrimoine net c'est 0. Pour un investisseur qui veut aller chercher plus de performance, qui est plus jeune et qui veut dynamiser vraiment son épargne, il peut envisager entre 5 et 10% de son patrimoine net sur la crypto. Ça va permettre d'aller forcément avoir un impact assez fort si les cryptos montent. Mais par contre, évidemment, le revers de la médaille, c'est que dans un marché baissier, l'impact commencera à se faire sentir. Pour un investisseur qui veut vraiment aller à fond sur la crypto parce qu'il y croit, au-delà de 10%,
on commence à rentrer dans un monde qui est vraiment dédié et réservé à ce qu'on appelle les crypto-believers, ceux qui pensent que la crypto va avoir un impact fondamental sur notre civilisation et qu'elle va donc avoir un potentiel financier énorme. Si vous faites partie de cette catégorie-là, vous pouvez évidemment envisager une allocation plus importante, mais là, vous vous exposez à des risques qui sont très importants. Donc, attention, si votre patrimoine net est exposé à hauteur de plus de 10% à la crypto, sachez que l'impact commence quand même à se faire sentir et qu'en cas de retournement de marché, il peut y avoir un vrai risque financier pour vous. Donc, c'est un chiffre à manier avec précaution et qui est vraiment réservé soit aux experts, soit à ceux qui pensent que le potentiel de la crypto vaut le coup d'aller prendre un risque aussi important. Alors maintenant qu'on a décidé combien on allait allouer à la crypto, il va falloir passer au choix. Quelle crypto on va mettre dans notre patrimoine? Et donc là, forcément, si vous allez sur les sites d'information crypto, vous allez voir des milliers de projets, des noms tous plus fantaisistes les uns que les autres. Très difficile de se faire une idée. Mon approche ici, c'est de raisonner par la durabilité. Les projets qui sont là depuis longtemps, qui sont sérieux et qui ont prouvé leur valeur, méritent qu'on s'y intéresse. Donc typiquement, il y a deux cryptos évidemment qui sortent du lot. Il y a d'un côté le Bitcoin, je pense qu'on en a pas mal parlé, et de l'autre côté, il y a son petit frère, l'Ethereum, qui sont vraiment les deux piliers du marché. D'ailleurs, ils représentent en ce moment près de 63% de la capitalisation boursière de la crypto. Donc c'est comme si deux actions représentaient 63% du poids d'un CAC 40 ou d'un S&P 500, si on faisait un parallèle avec le monde action. C'est vraiment énorme, c'est démesuré. Chez Finari, on appelle Ethereum et Bitcoin d'ailleurs les deux rois, the two kings, parce que c'est vraiment les deux projets phares. Et franchement, si vous voulez tout simplement découvrir la crypto et investir un petit peu, vous pouvez déjà vous arrêter là parce que vous avez les deux projets principaux. Du coup, vous allez me demander, est-ce que les ETF Bitcoin, c'est vraiment quelque chose d'intéressant? Alors, oui et non. Oui, parce que ça permet d'accéder facilement à la crypto via votre compte titre. Concrètement, si votre courtier accepte cet ETF et le liste chez lui, ce qui devrait être le cas assez rapidement la majorité des courtiers, eh bien, vous pourrez être exposé à la crypto sans quitter votre environnement que vous connaissez déjà de votre app de trading action. Ça, c'est plutôt le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'en fait, vous perdez tous les atouts de la décentralisation qu'apporte le Bitcoin et qu'apporte la crypto-monnaie en général. En investissant dans un ETF, vous faites confiance à un émetteur, vous faites confiance à des acteurs intermédiaires, vous remettez aussi les clés de vos cryptos à d'autres intermédiaires. Vous payez des frais évidemment pour la gestion. Alors les ETF, les frais sont très faibles, mais quand même, si vous achetez votre Bitcoin à vous, vous ne paierez absolument aucun frais. Donc tout ça est à mettre dans la balance. Si vous voulez absolument pas toucher à la crypto et rester chez votre courtier, oui, l'ETF Bitcoin est intéressant. Si vous êtes prêt à faire un pas de plus, il est quand même plus intéressant d'avoir l'original et pas la copie, et donc de vraiment détenir de la vraie crypto que vous stockerez soit sur un exchange, soit encore mieux, vous la stockez directement sur votre wallet. Il existe évidemment d'autres cryptos qui peuvent être intéressantes. Il y a Solana, Polygon, il y a Celestia, il y en a vraiment énormément. Mais c'est vrai que dans cette vidéo, je préfère me concentrer plutôt sur les classiques pour que tout le monde puisse s'identifier à ça et faire ses premiers pas dans une relative sécurité, puisque ce sont les cryptos aussi qui sont les moins volatiles. Du coup, pour acheter, vous avez deux grandes approches. La première, ça va être d'acheter spot ou au comptant. Vous allez déposer 1 000 € sur une plateforme et acheter tout de suite du Bitcoin. La deuxième approche, ça va être de dire que vous préférez acheter progressivement afin d'éviter une hausse très forte ou une baisse très forte et donc de lisser, comme on dit, votre variance ou votre prix d'entrée. Ça s'appelle le DCA. Le DCA, c'est une méthode que j'aime bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va annuler vos biais cognitifs. Si vous mettez en place un DCA et que vous vous dites que vous allez acheter toutes les semaines 10 € de Bitcoin et 10 € d'Ethereum, eh bien, votre plan, il va s'exécuter de façon automatique, peu importe que le marché augmente ou qu'il baisse. Et donc ça vous évitera de paniquer et de vouloir intervenir et donc finalement de changer la stratégie que vous aviez définie parce que le marché a changé. Si vous êtes un investisseur long terme, n'oubliez pas que c'est pas le marché, les mouvements de marché qui se passent en ce moment qui sont importants. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire sur 5, 10, 20 ans. Et donc le DCA, ça enlève ce poids et ça vous protège quelque part et ça nous protège collectivement contre nos propres biais. La deuxième raison, c'est que la volatilité, évidemment, est forte en crypto. Les prix montent et baissent. Et donc, c'est très dur de savoir à quel moment il faut acheter. Avec le DCA, vous allez acheter tout le temps.
que le marché monte ou que le marché baisse. Si on est dans un marché fortement baissier, le DCA va permettre d'aller acheter dans un moment où c'est très difficile d'appuyer sur le bouton tout seul et de faire un achat comptant. Parce que quand tout est rouge, il n'y a personne qui s'intéresse à la crypto, mais aussi au marché actions ou au marché en général. Donc c'est vraiment généralement dans ces moments-là qu'on peut faire les meilleures affaires. Et quand le marché monte, eh bien c'est pas grave, puisqu'on va lisser quand même son prix d'entrée et on aura profité d'un meilleur prix d'entrée au début qu'à la fin. Et ça m'amène au dernier point qui est la simplicité. La plupart des investisseurs veulent tout simplement atteindre un objectif comme l'indépendance financière, mais n'ont pas envie d'y passer des heures tous les jours ou tous les mois. Et donc avec un DCA, on peut automatiser toute cette partie investissement et passer son temps à faire autre chose, par exemple à se former, à passer du temps avec ses amis, et non pas à regarder des courbes et à savoir s'il faut acheter, vendre et à paniquer dès qu'il y a un petit mouvement de marché. Pour pouvoir faire du DCA, il existe plein de méthodes. Vous pouvez faire du DCA sur la majorité des plateformes. Vous pouvez aussi faire du DCA DeFi. Vous pouvez faire du DCA chez Finari, qui est une plateforme qui est enregistrée PSAN, c'est-à-dire que la plateforme a été validée par l'autorité des marchés financiers et elle fait partie d'un registre dans lequel il y a aussi des gros noms comme Coinbase, Trade Republic ou encore Meria. Et donc ça garantit une respectabilité et une vérification de tout un tas de procédures. Sur Finari, vous allez pouvoir investir avec des frais bas. Vous allez pouvoir déposer de l'argent gratuitement sur un IBAN français. Et vous allez avoir accès à une sélection assez large de cryptos, 25 aujourd'hui, mais surtout, vous allez avoir les grands classiques comme Bitcoin, Ethereum et aussi des cryptos qui sont en train d'émerger et qui sont intéressantes comme Solana. Pour votre DCA, c'est vous qui définissez dans quoi vous investissez, à quelle fréquence et à quel montant. Et nous, on se charge du reste, on automatise tout ça pour que vous ayez tout votre temps pour penser à autre chose et que vous puissiez construire votre position crypto. Pour conclure cette vidéo, oui, l'investissement en crypto est intéressant, mais pas pour tout le monde. Donc c'est important de définir votre projet de vie, votre horizon de temps et votre sensibilité au risque avant de passer à l'action. Une fois que vous aurez décidé de passer à l'action, investissez dans ce que vous comprenez. La crypto est un univers qui est très vaste, dans lequel il y a des projets qui sont exceptionnels et il y a aussi des arnaques. Donc il est important d'investir dans ce que vous comprenez, dans ce qui vous paraît cohérent et dans ce qui a fait ses preuves, plutôt que d'aller chercher la dernière mode et d'essayer de trouver le prochain Bitcoin. Croyez-moi, le prochain Bitcoin, ça fait très longtemps que je l'entends. Pour l'instant, le seul Bitcoin, il s'appelle BTC et il n'est pas prêt de bouger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de vous former une opinion sur ce sujet qui est complexe et qui peut faire peur qu'est la crypto. Si vous voulez d'autres contenus éducatifs sur la finance personnelle, ça se passe par ici. Et si vous voulez vous abonner à notre chaîne, ce qui serait génial, ça se passe ici. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Salut!